L'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan, vient de sortir récemment en salle et Hollywood a mis 250 millions de dollars pour recréer ce chef-d'œuvre de la littérature classique. Et avec lui, on retrouve certains des monstres les plus fascinants de toute la mythologie grecque. Des cyclopes aux sirènes en passant par des monstres marins capables d'engloutir des navires entiers, chacune de ces créatures représente un obstacle qui semble à première vue impossible à surmonter. Aujourd'hui, je vous propose donc de revivre le périple d'Ulysse en découvrant, dans l'ordre, les monstres et les créatures qu'il rencontre au cours de son long voyage. Et je tiens à préciser que je parlerai ici de véritables monstres. Je ne compterai donc pas les personnages surnaturels comme Circé, Calypso ou encore Éole. Mais juste avant de commencer la vidéo, voici très vite le contexte de l'Odyssée. Ulysse, roi d'Ithaque, rentre chez lui après la guerre de Troie. Un trajet qui devrait prendre quelques semaines va durer 10 ans, parce qu'entre lui et sa femme Pénélope, les dieux ont placé une véritable galerie de créatures. Et on commence avec la plus célèbre d'entre elles, le cyclope Polyphème. Avant Homère, les cyclopes existaient déjà. La première mention remonte à la Théogonie d'Hésiode, qui décrit 3 cyclopes primordiaux, Brontès, Stéropès et Argès, forgerons divins au service de Zeus. Les cyclopes d'Homère, écrits quelques décennies plus tard, sont très différents. Ce n'est plus une famille de 3 forgerons, mais tout un peuple de géants à l'œil unique vivant loin des cités grecques, sur une île isolée où chacun règne sur sa propre caverne, sans loi et sans roi. Polyphème, l'un d'eux, est le fils de Poséidon et de la nymphe Thousa, elle-même issue d'une longue lignée de divinités marines remontant à Phorcys, dieu primordial des profondeurs. Cette filiation n'est pas un détail, c'est elle qui va tout changer à la fin de l'histoire. Bref, après avoir quitté le pays des lotophages, Ulysse et son équipage aperçoivent au loin la terre des Cyclopes. Avec 12 compagnons, il entre explorer la caverne de Polyphème, qui vit là avec d'immenses troupeaux de moutons et de chèvres. À l'intérieur, les hommes trouvent du fromage, du lait et de la viande. Certains veulent tout voler et repartir aussitôt, mais Ulysse refuse. Pourquoi ? À cause d'une règle sacrée dans la Grèce antique, la xénia, l'hospitalité. Un voyageur doit être accueilli avec respect, avant même que son identité ne soit connue, et l'hôte doit repartir avec des présents. Ulysse attend donc le propriétaire, persuadé qu'il sera reçu en invité. Avec le recul, c'était une très mauvaise idée, car à la tombée de la nuit, Polyphème rentre, referme l'entrée avec un énorme rocher et aperçoit les intrus de son œil unique, et sans un mot, attrape 2 compagnons d'Ulysse pour les dévorer vivants. L'hospitalité sacrée des Grecs, pour lui, ça n'existe pas. Le lendemain matin, Polyphème dévore 2 autres hommes au petit déjeuner. Et c'est alors qu'Ulysse a une idée. Il tend en géant un vin exceptionnel, un vin si puissant qu'on le coupe habituellement avec 20 parts d'eau. Lui, il le sert pur. Le cyclope vide le bol d'un trait, puis en boit un deuxième et un troisième, et très vite l'ivresse le rend presque jovial. Et amusé par cet étrange visiteur et son vin exceptionnel, il lui demande enfin son nom. Ulysse lui répond alors qu'il se nomme Personne. Un peu plus tard, une fois le monstre endormi, Ulysse et ses compagnons se munissent d'un pieu d'olivier durci au feu et l'enfoncent dans l'œil unique du géant. Les cris de douleur de Polyphème sont si forts que les autres cyclopes de l'île accourent à l'entrée de la caverne. Mais quand il demande qui l'attaque, ce dernier ne peut que crier que personne l'attaque. Persuadés qu'il délire, les autres repartent alors, le laissant seul dans son agonie. Le lendemain matin, Ulysse et ses hommes s'attachent sous le ventre des brebis, et bien évidemment, Polyphème, maintenant aveugle, ne peut plus les voir. Il tâte seulement le dos de chaque animal pour vérifier qu'aucun homme ne s'y cache, sans se douter qu'ils sont suspendus dessous. Le troupeau et les Grecs avec lui passent alors sans encombre. Mais de retour sur son navire, Ulysse ne peut résister à son orgueil. Il crie au Cyclope qu'il ne s'appelle pas Personne, mais Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithaque. Malheureusement, c'était la phrase de trop, car cet excès d'orgueil attira sur lui le courroux de Poséidon et lui coûtera 10 ans de souffrance. Suite à cet épisode avec Polyphème, Ulysse et ses hommes reprennent la mer, sans savoir que la rencontre qui les attend sera encore plus violente.
Très peu de gens connaissent les Lestrygons, et pourtant c'est l'un des passages les plus sanglants du poème. La rencontre entre Ulysse et ses géants mangeurs d'hommes est pire à bien des égards que celle avec Polyphème. Après avoir échappé au Cyclope, la flotte d'Ulysse, 12 navires au total, navigue jusqu'à trouver ce qui ressemble à un port idéal, une baie fermée, protégée de la houle par des falaises abruptes de chaque côté. 11 capitaines y amarrent leur navire sans hésiter. Ulysse, plus méfiant, laisse le sien à l'extérieur, attaché à un rocher. Il envoie alors 3 hommes en reconnaissance, et ces derniers croisent la fille du roi local, qui les mène jusqu'au palais où les attend la reine des Lestrygons, une géante d'une taille si impressionnante que les hommes prennent peur rien qu'en la voyant. Elle appelle son mari, le roi Antiphatès, et ce dernier, sans un mot d'accueil, attrape l'un des marins et le dévore sur le champ. Les 2 survivants s'enfuient hurlant vers le port, mais il est déjà trop tard. Antiphatès a déjà alerté tout son peuple. Des milliers de Lestrygons surgissent sur les falaises entourant la baie et se mettent à bombarder les 11 navires piégés avec d'énormes rochers, comme on écraserait des jouets. Les coques se brisent, les hommes tombent à l'eau et les géants les harponnent un à un depuis les hauteurs pour les ramener avec eux et les manger. En quelques minutes à peine, 11 équipages entiers disparaissent. Seul le navire d'Ulysse, resté prudemment au large, parvient à couper son câble et à fuir à temps. De 12 navires et plusieurs centaines d'hommes partis d'Ithaque, Ulysse n'en repart qu'avec un seul. C'est de très loin le massacre le plus sanglant de toute l'Odyssée, et pourtant l'un des moins évoqués sans doute parce qu'il offre ni ruse, ni victoire, ni vraiment de leçons héroïques. Juste un piège parfait et un désastre total. Suite au massacre chez les Lestrygons, Ulysse et les rares survivants trouvent enfin un peu de répit chez la magicienne Circé, qui les prévient du prochain danger qui les attend en mer, le chant des sirènes. Voici une autre créature très connue, mais aussi très mal comprise de la culture populaire. Ici, on ne parle pas des sirènes médiévales, donc on oublie l'image des femmes poissons séduisantes. Dans le texte d'Homère, les sirènes sont des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, installées sur une île flottant au milieu d'un champ de fleurs. Un champ qui cache en réalité les ossements de tous ceux qui s'y sont arrêtés. Leur origine reste floue, mais certains récits en font d'anciennes compagnes de la déesse Perséphone, transformées après n'avoir pas su empêcher son enlèvement par Hadès. Mais ce qui est certain, c'est leur pouvoir. Leur chant ne promet ni amour, ni beauté, mais du savoir. Elles prétendent connaître tout ce qui s'est passé à Troie et tout ce qui va arriver dans le monde. Une connaissance totale offerte à quiconque s'approche assez pour écouter. Le piège, c'est que personne ne repart jamais. Fasciné, l'auditeur oublie de manger, de boire, de bouger et meurt lentement sur place, ajoutant ses os à la collection déjà entassée dans le champ de fleurs. La magicienne Circé, avant le départ d'Ulysse, l'avait prévenu du danger et lui avait donné la marche à suivre. Il fait donc boucher les oreilles de tous ces hommes avec de la cire d'abeille pour qu'aucun ne puisse entendre. Lui, en revanche, veut vraiment écouter leur chant, par curiosité ou par orgueil, comme toujours. Il se fait donc attacher solidement au mât du navire en ordonnant qu'on ne le détache sous aucun prétexte, même s'il hurle de toutes ses forces, s'il supplie, même s'il menace. Quand le chant résonne enfin, Ulysse se débat de toutes ses forces contre ses liens, hurlant à ses hommes de le libérer. Mais fidèle à leurs ordres et sourd à ses cris grâce à la cire, il resserre au contraire ses cordes et rame plus fort, jusqu'à laisser l'île derrière eux. Ulysse devient ainsi le seul mortel de toute la mythologie grecque à avoir entendu le chant des sirènes et à y avoir survécu. À peine sortis du piège des sirènes, Ulysse et son équipage doivent affronter l'épreuve la plus redoutable de tout leur voyage. Un détroit gardé par 2 créatures qu'aucun navire ne peut éviter, Scylla et Charybde. C'est le sommet du bestiaire de l'Odyssée, un détroit si étroit qu'aucun navire ne peut passer sans s'exposer aux 2 créatures qui l'occupent, chacune d'un côté. D'un côté, nous avons Charybde. Selon certaines traditions, ce serait une fille de Gaïa et Poséidon, punie par Zeus pour avoir dévoré trop de bétail appartenant aux dieux et transformée en un gouffre marin monstrueux.
3 fois par jour, elle aspire l'eau du détroit tout entière, créant un tourbillon capable d'avaler un navire entier avec son équipage. De l'autre côté, Scylla, cachée dans une grotte en hauteur, est une créature à 6 têtes de chien hurlante, montée sur des coups démesurément longs et 12 pattes difformes. Certaines versions du mythe racontent qu'elle fut autrefois une nymphe transformée en monstre par jalousie divine. Un rappel que, dans la mythologie grecque, les monstres ne naissent pas toujours monstrueux. Ils sont souvent, très souvent, le résultat d'une punition divine. Quelle que soit son origine, quand un navire passe à ses côtés, elle abat ses 6 têtes d'un coup et arrache 6 marins du pont, une par tête en une seule fois. Circé avait prévenu Ulysse, inutile de tenter le combat contre Scylla, aucune arme ne peut la vaincre, et perdre du temps à se battre ne ferait que risquer le navire entier dans le tourbillon de Charybde. La seule stratégie viable est un calcul froid, accepter de perdre 6 hommes plutôt que de tout perdre. Ulysse fait donc ce choix en pleine conscience, mais il ne prévient pas ses hommes du danger exact, de peur qu'ils paniquent et abandonnent les rames. Quand Scylla frappe, il voit ses 6 marins se faire arracher du pont, suspendus en l'air, criant son nom une dernière fois avant d'être dévorés vivants sous ses yeux sans qu'il puisse intervenir. C'est, selon ses propres mots, plus tard, le spectacle le plus atroce qu'il ait vu au cours de tout son voyage. Le reste de l'équipage traverse le détroit et survit. Ulysse ne reparlera jamais vraiment de cet épisode avec fierté. Contrairement à Polyphème, où la ruse fait de lui un héros, ici il n'y a ni victoire, ni exploit à raconter. 4 monstres, ou plutôt 5, avec le duo de Charybde et Scylla, mais un seul point commun. Aucun ne se combat vraiment à la loyale. Polyphème est vaincu par la ruse, les Lestrygons ne laissent aucune chance de se battre, les sirènes se neutralisent en refusant de les écouter, et le duo de Charybde et Scylla ne se vainc jamais, on ne fait que limiter les pertes. C'est peut-être ça le vrai message d'Homère. Face à un monstre, la force brute ne suffit jamais. Il faut la ruse, la préparation, ou parfois simplement accepter qu'un sacrifice sera nécessaire. Bref, voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu et que vous aurez découvert ou redécouvert ces créatures mythiques qui ont marqué l'une des plus grandes épopées de l'Antiquité. Merci encore à tous ceux et celles qui suivent et supportent la chaîne. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.